J'y crois pas au tout automatisé. Ouais. C'est un rêve. J'y crois pas dans une durée de 10 ans ou 15 ans. Alors on peut critiquer en disant c'est pas bien, c'est ceci, cela. Alors je mets de côté la responsabilité sociale. Mais d'un point de vue technologie, mise au point de produit, mise sur le marché de produits, moi je te trappe dans les mains. L'IA, il faut pas qu'elle tue l'ADN de la marque. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du patrimoine de la marque pour entraîner l'IA sur ce patrimoine et qu'elle soit capable de dire oui, chez Chanel, je mets toujours un camélia blanc. L'année dernière, on s'est rendu compte que, en particulier les startups IA, elles peuvent avoir fait 10 000 euros de chiffre d'affaires et décréter qu'elles ont une valeur d'1 milliard. Et là, c'est quoi? C'est fais-moi le patron d'un pantalon avec 2 poches et vite. C'est à peu près ça, en ayant accès à des bases de données quand même, parce qu'on est toujours sur la même chose. Moi aussi, je peux rêver beaucoup, de temps en temps, me dire arrête de rêver. Elle peut dire, monsieur le directeur des achats, voilà ce que je te livre. Donc nous sommes conscients qu'il y a 17,3% de perte dans cette chose-là. Donc ces 17,3%, je ne te les facture pas, mais toi tu viens pas m'embêter après. Voilà, je vais dire, j'allais être plus grossier. Ok. Non, Alors, let's go. Bonjour Philippe. Bonjour Morgane. Eh ben, je suis ravi de te recevoir. Sache que là, on lance l'épisode 1 de la saison 3 avec toi. Et je suis ultra content parce que dans la saison 1, oui, je disais que j'avais 2 rêves pour ce podcast. 1, recevoir la Startup Euritech, j'ai réussi. Et 2, recevoir Lectra, j'ai réussi. C'est peut-être le dernier épisode, je vais peut-être m'arrêter ou pas, je sais pas. Non, mais en tout cas, voilà, on parle de tech dans la mode et je voulais absolument avoir ces 2 sociétés. Et voilà, t'es là, donc merci beaucoup d'être venu. Je te laisse te présenter. Ok, merci beaucoup de nous avoir invités, on est ravis de faire, et puis je souhaite une longue vie quand même, qu'il y ait encore beaucoup d'épisodes, là, il y a encore plein de sociétés de techno dans la mode. Ouais. Donc moi je suis Philippe Ribera, je suis aujourd'hui le directeur de l'innovation du groupe Lectra, et ça fait de nombreuses années que je travaille avec le président, et dans une étroite collaboration pour définir quelles sont les tendances futures qui vont impacter essentiellement l'industrie de la mode. Donc on aura l'occasion d'y revenir, je pense, au fur et à mesure. Oui. Et je ne sais pas si tu veux savoir plus de choses sur moi. Alors je veux savoir plus de choses sur toi, mais peut-être au cas où il y aurait quelqu'un d'un petit peu perdu qui ne connaît pas Lectra. Qu'est-ce que vous faites? Même si je sais que vous faites beaucoup de choses, on va essayer d'être rapide sur ce que vous faites. C'est une très bonne question parce que je pense que Lectra s'est beaucoup transformé ces 6-7 dernières années et il y a encore beaucoup de gens qui ont l'image de Lectra d'il y a 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire des gens qui font des machines pour découper du tissu. Voilà. Donc, on est d'accord. On est content, on sait faire ça, on fait probablement les plus belles machines du monde, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a énormément de logiciels et de plateformes logicielles qui font fonctionner ces machines, et que ce soit des logiciels de conception de tissus, de conception de vêtements, de gestion des plans de collection, et avec les extensions que l'on a fait, on est aussi dans le marketing, puisque l'on analyse la valeur de marque et la valeur des trends qui sont proposés aux consommateurs. Et on fait aussi de la traçabilité. Donc on est rentré dans le monde de la sustainability j'oublie mes mots français de temps en temps. C'est pas grave, on a le droit à 3 anglicismes par épisode. D'accord. Donc on est rentré dans ce monde-là et ça fait beaucoup de périmètres qui sont couverts de la conception initiale d'un bureau d'études à la commercialisation de ce produit avec sa traçabilité. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si, c'est plus clair, mais ce qu'on ne sait pas forcément tous, c'est que vous ne faites pas que de la mode. Non, vous c'est exact. Touchez plein de secteurs d'activité. On a 3 grands marchés sectoriels. Moi, j'ai une façon de le résumer, c'est partout où il y a du tissu ou du cuir, il y a une solution Lectra, quelque part qui touche à cette industrie. Mais les grands marchés sectoriels, c'est la mode numéro 1. Bien sûr. Et numéro 2, c'est l'automobile. Dans l'automobile, il y a beaucoup de textiles ou de cuir,
pour tout ce qui est sellerie, mais tout ce qui est intérieur. Il y a aussi tous les airbags. Les airbags, c'est du tissu. Donc, on a des solutions pour les airbags. Et dans l'ameublement, c'est la même histoire, mais dans l'ameublement, on n'est plus sur tout ce qui est système de conception et système d'optimisation des salles de découpe, puisqu'il y a des contraintes qui sont particulières là aussi. Voilà, donc vous ne faites pas que de la mode, donc on fait de l'automobile, de partout il y a du tissu. Partout il y a du tissu, du cuir, et qui ont tous des contraintes d'industrialisation qui sont spécifiques. Si je donne un exemple, on a plus de 10 000 clients dans la mode, on va dire. Alors que si on regarde le marché automobile, on a moins de 50 clients dans le monde qui font du marché de l'automobile. Ouais. Donc, ça oblige à des marketing qui sont différents, à des problématiques industrielles et de process industriels qui sont différents. Dans l'automobile, on va faire un intérieur de voiture, ça va vivre 2 ans. Dans la mode, un produit, ça vit 3 mois. Donc, on ne peut pas optimiser un processus industriel dans la mode de la même façon qu'on peut le faire dans l'automobile, où on arrive à une robotique qui est plus poussée. Sur l'histoire de Lectra, aujourd'hui, c'est toujours les fondateurs qui sont à la tête de Lectra, ou c'est une entreprise qui a combien de temps d'ailleurs? Alors, Lectra est une vieille start-up, si je peux dire ça. Ouais. Non, mais carrément. Je vais dire, la start-up, elle est née sur les quais de Bordeaux avec des frères jumeaux qui ont été les fondateurs de cette société. Ouais. Et dans les années 90, il y a eu une crise de croissance, on va dire ça comme ça, qui a amené à ce que de nouveaux actionnaires rentrent, qui sont les frères Harari, et qui dirige cette société et qui ont investi dans cette société depuis maintenant une trentaine d'années. Donc la spécificité, quelque part, on dit, c'est toujours une société qui a eu 2 frères à la tête. Ouais. Donc c'est assez surprenant et intéressant. Mais c'est d'abord c'est pas d'abord une société logicielle, c'est d'abord une société de conception industrielle, de produits industriels. Oui et non, parce que qu'est-ce que ça veut dire Lectra? Ça veut dire lecteur-traceur. Ok. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'idée, ça a été déjà à l'époque, on ne parlait pas d'industrie 4.0, mais d'optimiser et les opérations de découpe de gabarit carton dans les bureaux d'études. Il y avait des gens qui passaient leur temps avec des ciseaux à découper du carton. Bon, donc c'est ça qui a été optimisé et les premiers clients sont les grands bureaux d'études des industries du luxe européennes, enfin françaises on va dire même, qui ont dit mais oui il faut aider, il faut aller dans cette direction-là. Donc c'est du logiciel quand même parce que c'est comment je fais la mise en taille des vêtements, comment je fais la gradation de ça et comment je découpe les gabarits carton qui permettaient de faire le placement. La deuxième étape a été de dire comment je remplace les gabarits carton par des gabarits digitaux. Et donc, on arrive à dire, je crée un pulse électronique où je vais positionner mes différentes tailles sur mon tissu et je vais optimiser ça. Et est venu en 3e niveau les machines de découpe. Parce que quand on sait concevoir, quand on sait placer, il était logique de continuer l'étape suivante et de la découpe. Okay. Donc, il y a chez Lectra énormément de logiciels depuis l'origine, mais tout le monde regarde les machines et est ébloui par les machines en disant bon c'est ça, non? On va en venir au sujet, on va dire un petit peu central de. Enfin, j'ai beaucoup préparé ce rendez-vous et je t'ai vu revenir sur un seul et même sujet très souvent, qui est l'industrie 4.0, qui est un petit peu peut-être voilà ton projet, ce que tu bâtis chez Lectra. Alors déjà dans un premier temps, c'est quoi cette industrie 4.0 selon toi? Alors, l'industrie 4.0 chez Lectra, c'est pas mon projet, c'est le projet de l'entreprise. Et c'est la vision stratégique qui a été définie, je pense, dans les années 2015-2017. Donc, on fait un plan stratégique tous les 2 ans, à peu près tous les 3 ans, et on essaie de se projeter et de se positionner le plus loin possible, parce qu'on est une entreprise industrielle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le temps long.
Donc, se donner le temps de faire les choses. Et dans les années 2017, on a dit, mais c'est quoi l'évolution de l'industrie? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Qu'est-ce qu'on a regardé? Et on a dit, en fait, il faudrait arriver à lignifier ou à mieux gérer tous les flux de tous les process de cette industrie. Facile à dire, c'est pas facile à faire. Et pourquoi on a choisi l'industrie 4.0? Parce qu'on est une société de techno aussi. Et on a dit à un moment donné, mais il faut des technos pour faire ça. Et qu'est-ce que c'est les technos de l'industrie 4.0? Je ne vais pas paraître trop professoral, mais c'est de l'IoT. Et l'IoT se développe de plus en plus, mais n'était pas complètement opérant il y a 10-15 ans. C'est du big data, c'est des technos qu'on ne maîtrisait pas, donc on a appris à maîtriser tout ça. Et c'est du cloud, cloudifier toutes les solutions. Une société comme Lectra, ça fait beaucoup de travail, ça fait beaucoup de réflexion. Et le dernier, c'est ton dada, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. C'est de dire, on ne sait faire ça, on ne sait faire du 4.0 que si on maîtrise ces 4 technos. Notre premier chantier dans la feuille de route a été de dire comment maîtrise-t-on ces 4 technologies et comment vont-elles s'intégrer dans le temps chez Lectra, parce que c'est un temps long. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on a trouvé des solutions en 2 ans ou en 3 ans. C'est quelque chose qui probablement arrivera dans un taux de maturité suffisant dans les années 2030. Et alors, si on essaye de rentrer dans le sujet, ça se matérialise comment? Vous concevez des produits que vous allez mettre sur les lignes de production. C'est quoi un petit peu concrètement? Ça veut dire quoi? Mais concrètement, ça veut dire qu'à un moment donné, on a déjà un certain nombre de produits nous-mêmes et on interfère beaucoup avec nos clients pour dire qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, comment on fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ainsi de suite. Ouais. Donc il y a énormément d'interactions clients. On a même changé l'organisation service de Lectra, qui était autrefois basée sur des notions de call center. Donc je fais de la maintenance curative. D'accord. Pour dire comment je vais faire du préventif. Ouais. Donc on a switché dans cette époque-là et on est aujourd'hui en train de finaliser tout ce qui est implémentation de Customer Success Management, qui est encore une 3e génération sur ce sujet-là, mais ça fait à peu près une équipe quand même de 300-400 personnes chez Lectra qui est en train de switcher sur ce métier-là. Et ce métier-là crée une intimité client. Crée une intimité client qui permet de mieux connaître les processus et de mieux définir avec les clients comment on doit construire ces processus. C'est aussi un moyen pour nos ingénieurs d'écouter les clients et d'entendre ce qui se dit. Donc la question, elle est toujours de dire, voilà l'objectif, comment je vais essayer d'obtenir cet objectif et comment je me mets en ordre de marche de façon collaborative avec des gens qui sont des UX designers, des développeurs, des clients, des Customer Success Managers, des commerciaux, et comment on arrive tous ensemble à définir le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas. Et comment c'est du test and learn, on le teste au fur et à mesure que l'on le développe. Ok. Est-ce que l'usine 4.0, c'est aussi une usine, selon toi, qui sera toute, ou voire, en partie, ou voire tout automatisée? Je vais répondre, je vais dire comme Monsieur Nel, mais j'y crois pas au tout automatisé. Ouais. C'est un rêve, c'est un rêve. Alors, j'y crois pas dans une durée de 10 ans ou 15 ans, je veux dire. Et je ne sais pas si c'est souhaitable même. Par contre, il y a des îlots qui peuvent être parfaitement automatisés et qui sont des îlots sans valeur ajoutée, qui sont des tâches répétitives. Comment on peut automatiser les tâches répétitives? Ça, il faut le faire, il ne faut pas discuter là-dessus. Mais est-ce qu'on verra une usine où on rentre un bout de fil qui ressort un vêtement et tout automatique? Non. Il y a eu des expériences, je veux dire, en particulier une expérience américano-chinoise, pour essayer de faire des chaînes de t-shirts totalement automatiques. Ouais. Oui, c'est très bien, sauf que quand on arrive à la machine
qui va coudre la manche sur le dos, et bien là c'est plus difficile parce qu'il y a un problème de préhension. Les problèmes de préhension, la robotique aujourd'hui n'est pas prête à savoir attraper du tissu c'est aussi léger que ça, enfin, où ça coûterait excessivement cher de le faire, donc ça marche pas. Et le deuxième problème de la robotisation, c'est est-ce que c'est de la mode quand on robotise à l'extrême? Parce que pour robotiser à l'extrême, ça veut dire qu'on va prendre des partis pris et on va dire je fais des t-shirts qui ont toujours le même type de manche et j'en fais 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Maintenant, je m'appelle marque de mode et je veux mettre du fun, du plaisir dans tout ça. Je vais pas toujours faire la même manche. Je vais passer d'une manche comme ça, une manche raglan, à une autre manche. Je vais découper, je vais mettre. Et ça, la robotique aujourd'hui, elle est larguée. Elle ne sait absolument pas répondre à cette chose-là. D'autant plus qu'on travaille sur des petites séries. Quand on fait, je dis je veux mettre une broderie là, on va pas faire 50 000 t-shirts avec une broderie, on va en faire 2 000, 3 000. Et on est donc dans les limites du système. Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, alors, j'imagine que pour être rentable, ce genre de choses, il faut faire des gros volumes. Sur le t-shirt, c'est évident. Donc, on file droit vers une espèce d'uniformisation et donc de l'abandon de ce que tu disais tout à l'heure, l'aspect mode, tout ça. Et on tombe dans plein de problématiques dont on entend parler aujourd'hui. Peut-être, je sais pas, la fast fashion, voilà, tous ces trucs-là où en fait on consomme un peu en masse, tous la même chose. Est-ce que les robots vont être capables vont nous amener tout droit dans ça, ou est-ce que à un moment donné on va réussir à les utiliser aussi pour faire autre chose que du volume et enfin voilà, je sais pas si je suis clair dans ma question. Ouais. Je vais essayer de couper la réponse. Vas-y. Moi, il y a deux choses. Il faut pas oublier, nous, on est société, on a un ADN de technologue. Okay, donc, moi, quand je vois ce qui a été fait sur des métiers à tisser pour arriver à faire ça, je dis chapeau. C'est probablement une révolution industrielle qui est du niveau du jacquard au XVIIIe siècle. D'accord. Ouais. Alors, le jacquard étant toujours un somptueux produit qui sert à faire plein de choses. Mais non. Soit ça devient élitiste, soit ça devient en volume. Je ne sais pas dire aujourd'hui, parce que quand je sais faire ça, je sais faire aussi de la fabrication à la demande. Donc, oui. Parce que j'ai pas besoin de produire des volumes énormes. Je dis, j'ai un ordre de fabrication de 100 pantalons, je peux faire 100 pantalons. Non. Est-ce que la valeur du pantalon voilà. On est d'accord. Permettra l'off-season client, ça, j'en sais rien. Mais là, il faut leur donner, il faut avoir un temps long. Là, sur un sujet comme ça, il faut leur donner 2-3 ans, voir comment vont se passer tous ces premiers pilotes et voir comment ça marche. Quel est l'impact sur la fast fashion de ce genre de technologie ? Je pense que la fast fashion aujourd'hui n'a pas besoin de ce type de technologie parce qu'ils ont parfaitement organisé leur processus et ils savent faire des choses en utilisant de l'humain et de la robotique quand ils en ont besoin, mais ils savent faire des choses qui sont... Alors on peut critiquer en disant c'est pas bien, c'est ceci, cela. Alors je mets de côté la responsabilité sociale, ça c'est un autre sujet. Mais d'un point de vue technologie, mise au point de produit, mise sur le marché de produits, moi je te frappe dans les mains et je dis ils ont inventé des modèles économiques. Bien, je pense que certains Chinois sont en train d'inventer un nouveau modèle économique encore plus rapide. Comment ? Oui, non, je suis d'accord. Okay. Et on ne peut pas lutter contre ça. Soit on intègre la façon dont ils ont pensé leur système, soit ça sera les gagnants de demain. La prime, moi dans mon métier, la prime, elle vient au premier qui rentre en techno et qui sait faire quelque chose. C'est lui qui drive un marché après. Ou alors il n'a pas été bon. Et donc je pense comme on a vu H&M, Uniqlo ou Zara prendre des énormes parts de marché, il y a une nouvelle génération de fast fashion qui vient. Et il faut regarder attentivement ce qu'ils font et comment ils le font. Parce que il y a des leçons à prendre en techno
et en organisation. Après, le social, je mets ailleurs. C'est un autre sujet. Je l'ai répété au moins, je le répète à tous mes podcasts, je crois, mais je suis un fervent défenseur de du modèle économique de la fabrication à la commande. En tout cas, Oui. comment dire, j'y crois beaucoup et j'ai envie, moi, de travailler sur ce sujet-là, tout ça en permanence. Est-ce que c'est des problématiques que vous traitez chez Electra, sur lesquelles vous travaillez, des cellules, je sais pas, en innovation qui bossent sur ce sujet-là? Et nous, on travaille sur tous les modèles industriels. Ouais. On n'est pas focalisé sur un modèle. Alors, on en a défini à peu près 4 des modèles. Le on-demande en fait partie. Et après, nous, on met les outils ou les plateformes à disposition. Alors, la thématique, c'est quelle est la thématique de la transformation de la marque qui fait ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont des habitudes de pensée, des habitudes de sourcing, des habitudes de choses, et qui ne se reposent pas la question de dire est-ce que je dois faire mieux? Mais moi, quand je vois des marques françaises comme Asphalt ou Sésame qui font des trucs, je dis chapeau, c'est des boîtes qui en 10 ans sont passées de 0 à une quarantaine de millions et qui ont... Alors après, est-ce qu'ils peuvent scaler à 400 millions? C'est une autre histoire. Mais je vais dire, mais est-ce qu'on a besoin de boîtes qui scale à 400 millions ou est-ce qu'on a besoin de 10 boîtes qui, à 40, font un business qui est profitable, qui est rentable et qui correspond à une éthique de vie parce qu'ils ont des consommateurs excessivement fidélisés par rapport à ça. Asphalt, qui sont vos voisins d'ailleurs. Il me semble. On est d'accord. Mais ils étaient... on s'est suivis parce que j'aime beaucoup. William est un mec très bien. Donc, je ne sais pas si tu l'as interviewé en podcast, mais ça vaudrait la peine s'il a envie d'en parler. Ok. Sur le modèle, si je reviens juste sur le modèle aujourd'hui de la production à la demande, vous, c'est un marché que vous avez vu évoluer? Est-ce que c'est quelque chose, vous avez de plus en plus de demandes, entre guillemets, du coup, sur ce sujet-là? Ou nous avons la foi. C'est un marché dans lequel nous croyons. Celle-ci. Non, mais il faut le dire comme ça, parce que ça fait globalement, on a mis sur le marché des solutions il y a quelques années maintenant. Alors, elles n'ont pas délivré les attentes que l'on pouvait avoir en termes de revenus par rapport aux investissements qu'on a fait. Mais de là, on est convaincu qu'en fait, il n'y a pas un modèle unique. Une marque, elle utilise les 3-4 modèles. En même temps, il y a des produits qu'elle va faire en masse production, des produits qu'elle va faire en unitaire, des produits qu'elle va faire à la demande. Donc, ça devient sans problématique de sourcing, de supply chain management. Comment j'arrive à faire ça en fonction de différents endroits? Donc, il est logique que nous ayons au portefeuille les 3 solutions qui permettent de faire ça. Alors, maintenant, c'est marque de mode, comment tu fais évoluer ton modèle économique pour dire que tu réponds différemment à quelque chose. Ça, moi, je suis pas un grand cabinet conseil qui aide à changer la stratégie à ce niveau-là. Je suis un fournisseur stratégique qui peut aider à faire ça, mais la décision appartient aux dirigeants de la marque. Si on parle un petit peu d'IA, si on se concentre un petit peu sur le sujet de l'IA, aujourd'hui, alors l'IA, si on sépare un petit peu en deux, est-ce qu'il y a de l'utilisation de l'IA chez Electra, on va dire, voilà, les salariés, est-ce qu'il y a de l'IA dans vos process? Et après, on pourra aussi parler, est-ce qu'il y a de l'IA dans vos outils que vous vendez, tout ça? Voilà, comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là? Alors, on a lancé avec notre CTO un grand plan d'acculturation IA interne. Et on a mis à disposition des outils type ChatGPT, mais en version industrielle, en version B2B protégée, et à disposition de l'intégralité des équipes. Pour dire à un moment donné, mais acculturez-vous, on ne fait pas du prompt comme on fait de la recherche, donc il faut que vous appreniez le mindset. Donc on a mis tout ce plan d'acculturation
en place. Il marche depuis à peu près 1 an aujourd'hui. Et on a dû, sur le site industriel de Bordeaux ou le campus, il y a plus de 1000 personnes qui au quotidien se mettent à switcher. Et c'est ça qui est rigolo. On voit les gens évoluer. Alors il y a des réfractaires, hein, je veux dire, il faut pas chercher. Mais il y en a c'est quand même un pourcentage important. Hein, je veux dire, Moi, je vois généralement, je dis toujours, j'ai à peu près dans une société, je vais avoir 30% de moteur, 50-60% de ventre mou, du gens qui disent ok, bon, s'il faut le faire, on va le faire, et 20% de gens, non, c'est non. C'est à peu près ça, moi, ce que je vois. Mais on doit être dans les ratios. Ouais, on doit être à peu près dans ça. Hein. C'est assez classique. Mais c'est sûr. Ouais, mais c'est sûr. Moi, ça me surprend sur une société techno. Je veux dire, on devrait plutôt être curieux, mais non. Bien, je pense que l'humain capitalise là-dessus. Et donc ça, c'est parti. Et c'est en interne. On met de plus en plus. Et tout ce qui est knowledge management chez nous est transféré sur des outils qui permettent de faire ça, qui permettent de faire de la recherche en langage naturel sur un certain nombre de choses. C'est pas encore mis à la disposition de nos clients parce qu'on est... Et le problème, c'est qu'encore une fois, il faut avoir une bonne qualité de data. Hein. Si on met pas des choses bien structurées dans le knowledge, ça marchera pas. Donc, on a sur notre base installée n'est pas que des dernières générations de logiciels ou de cutters. On a des bases installées qui ont 10 ans et les documentations sont moins bien faites que ce qu'il y a. Donc, on ne veut pas casser l'effet de cette techno, on veut la garder pour qu'elle porte vraiment un bénéfice à nos clients. Donc c'est pour ça qu'on la met en interne énormément. Bon, après, il y a plein de choses qui sont faites autour de... je veux dire, alors, on appelle ça IA, machine learning, ce qu'on veut, je ne sais pas. Je veux dire, il ne faut pas oublier que dans une machine Lectra, il y a à peu près plus de 240 capteurs. Donc on capte c'est un énorme IoT en fait, on capte énormément d'informations que l'on peut retraiter en dashboard de management. Ou dashboard d'alerte, tout ce qu'on veut. Ça, c'est nouveau comme développement d'application parce que, je veux dire, et nos clients, certains de nos clients, particulièrement de l'automobile, a excessivement vite compris le bénéfice de faire ça parce qu'on fait de l'analyse de la productivité de son usine, de ceci, de cela. Hein. Donc, tout ça, par contre, sont des choses qui opèrent aujourd'hui tous les jours. Hein. Et donc ça, c'est pour le quotidien. Après, en prospective, et on fait plein de choses parce que j'ai l'habitude de dire que la mode, c'est de l'image. Donc, si on n'a pas les images, on ne sait pas bien faire la mode. Il faut visualiser des choses. Donc, on travaille énormément tout ce qui est autour de l'image, du tagging d'image, de la capacité de faire des search, de faire des comparatifs d'images, de faire de l'analyse du benchmark concurrentiel sur... alors, on connaît bien Tony de Ritech, donc on a on a plein de relations communes. Je veux dire, mais comment je peux faire du trend forecasting à partir de benchmarking, de regarder, de squeezer? Il y a plein de choses. Aujourd'hui, est-ce que c'est... et donc, on continue à investir dessus et on regarde. Le problème, je pense que c'est pas bien valorisé par l'industrie aujourd'hui. Oui, non, mais sinon, il y aurait 10 fois plus de clients qu'il n'y en a. Donc, c'est valorisé sur des choses très ponctuelles. Mais il faut y être parce que demain, ça va simplifier, ça va arriver. Et on travaille aussi toutes les IA de création. De dire, mais comment à partir d'un prompt ou d'un dessin de sketch à la con, pardon. On a le droit ici. Je veux dire, on va arriver à générer un produit. Parce que c'est excessivement rapide. Quand nos clients, ils ont d'énormes bases de savoir-faire. Ils ont leur patrimoine. Le patrimoine, il est enregistré sur les bases de données. Je veux dire. Donc, à un moment donné, comment je suis en train de lier le patrimoine avec une nouvelle approche de conception ou une nouvelle approche de définition. Et on a quelques
très beaux projets en cours pour expliquer, pour dire, ben oui, demain matin, votre styliste, il va faire son sketch ou il va prompter s'il sait faire, et ça va aller travailler les bases de savoir-faire. Les bases de savoir-faire vont proposer des références qui sont déjà industrialisés, parce qu'on arrive à avoir des produits déjà industrialisés. Il va falloir faire, aujourd'hui avec un agent AI, je sais modifier légèrement une information entre le visuel et la pièce que j'ai récupérée, et je veux dire, en 3 minutes, j'ai créé un produit. Enfin, en 3 minutes, ou on va dire en 10 minutes si on veut. Donc, c'est d'énormes potentiels, mais qui sont liés. C'est encore une fois, c'est la donnée. Hein. S'il n'y a pas les bases de savoir-faire, ça sert à rien, ça marchera pas tout seul. Hein. Je veux dire, il va falloir aller capter de l'information quelque part. Et si on veut respecter dans une marque de mode l'ADN de la marque, hein, parce que c'est quand même, il faut pas l'IA, il faut pas qu'elle tue l'ADN de la marque. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du patrimoine de la marque pour entraîner l'IA sur ce patrimoine, et qu'elle soit capable de dire oui, chez Chanel, je mets toujours un camélia blanc. Et donc aujourd'hui, vos machines arrivent à capter toute cette information-là? C'est pas nos machines, c'est nos logiciels. Mais les plateformes logicielles, elles voient circuler tous ces données. Et nous, on est en train d'inventer les services nouveaux sur ces données que l'on peut créer sur ces données. Et on a, c'est ça qui est fabuleux dans ce qu'on fait. C'est extraordinaire. Je veux dire, nous, moi j'ai la chance, puisque beaucoup de ces choses-là sont faites en anticipation dans le lab d'innovation où on va les chercher, mais on fait des projets qui font réfléchir en disant à quoi ressemble l'industrie dans 5 ou 10 ans. Je pense que ça aura bien changé. Attention, parce que c'était une de mes prochaines questions. C'était mes questions à la fin. Elle est difficile, celle-ci. Hein. Donc, si tu as une idée, je vais devoir te la demander. Mais juste sur ce sujet-là qui est absolument extraordinaire. Donc là, Lectra a la capacité donc à récupérer toute la data sur une marque, toute la data, en tout cas celle à laquelle elle a accès. La data, la data est propriété du client. Hein, la data est propriété du client, mais vous êtes en train de travailler sur des solutions qui vont permettre de récupérer ces data, de la modéliser et d'en faire quelque chose d'un point de vue créatif, d'un point de vue... D'un point de vue supply chain, d'un point de vue facilité de système de production, et dans les tuyaux qui passent chez Lectra, on voit passer toutes les données de créa, de patronage, de mise au point, on voit passer toutes les données de manufacturing, c'est-à-dire on connaît toutes les contraintes de manufacturing et pourquoi il faut pas faire un call comme ça, il faut le faire comme ça, et ainsi de suite. Et on connaît toutes les données de traçabilité de la supply chain. Et on descend quand même au rang 4. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la filature. Donc on connaît le data filature. Et on connaît aussi tout le data market. C'est-à-dire, on a une société qui a rejoint le groupe Lectra qui s'appelle Launchmetric, qui... Ok, ouais, je connais. Tu vois bien, bon, mais ils ont toute la puissance de scruter au quotidien tous les défilés de mode, toute la presse, et d'arriver à redéfinir des tendances marché par pays, par zone géographique, par marque, par tout ce qu'on veut. Donc, on a un flux de données qui va de la création de la donnée, quasiment de la fibre, jusqu'au produit fini. Donc ça imagine des scénarios de dire, mais monsieur le client, avec ces informations, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre pain point? Qu'est-ce qui vous manque tous les jours comme dashboard? Vous dans le service marketing, vous dans le service production, vous dans le service créa, et on ne le voit pas qu'avec le périmètre limité du service créa ou marketing, on le voit en intégrant les données parallèles ou connexes, c'est-à-dire. Mais ça donne une puissance
extraordinaire de modélisation de choses. La question est de trouver les bons use cases, parce que on peut avoir des créatifs géniaux en développement qui vont me faire des complexités de services, mais si on ne trouve pas le market fit, et si on n'a pas de marché, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, d'où le fait de dire comment on travaille. Alors moi, j'appelle ça open community, c'est peut-être pas le bon mot, mais avec des communautés de clients hétérogènes, c'est-à-dire c'est pas le luxe travaille avec le luxe, c'est le retail travaille avec le retail, on met tout le monde dans le même sac parce qu'à un moment donné, vous avez le même problème. Alors, vous avez un vocabulaire différent quand vous êtes luxe que quand vous êtes grande distribution, mais en fait, c'est le même sujet que vous essayez de casser. Donc, comment on s'enrichit de tout ça et comment on modélise ensemble et on fait des groupes de travail qui fonctionnent quasiment toutes les 6 semaines avec des groupes comme ça, pour test and learn et de dire attendez, moi je veux bien développer un service, mais si vous en servez pas, ça sert à quoi? Donc et en fait l'idée derrière c'est quoi? C'est de développer plein de petits micro-startups ou micro-apps d'IA pour résoudre des pain points sur des cas d'usage précis? Alors les startups, on n'en est pas encore là, mais ça pourra arriver. Mais c'est des micro-cas d'usage qui, effectivement, pour moi, rentreront dans des logiques d'une architecture où sur une plateforme, je peux connecter différents modules ou différents sous-ensembles qui vont me créer une valeur par la création de ces liens. Je veux dire, on est bien d'accord, oui, c'est la finalité, ça. Mais ça oblige aussi à réfléchir en disant quelle est l'architecture logicielle qu'il faut avoir pendant 5 ans, parce qu'aujourd'hui, on a des architectures qui existent, des évolutions qui ont été faites, mais demain, s'il n'y a que des micro-agents ou des choses comme ça change la donne complètement. Bien sûr. Et ça change la donne même sur le modèle économique. Comment on fait, Par contre, ça permet de s'ouvrir aussi. On n'est pas obligé d'avoir que des agents lecteurs. On peut avoir tout un tas d'agents extérieurs. Donc, on peut être ouvert à intégrer d'autres services qui sont complémentaires. Ouais, c'est un sujet assez lourd, assez complexe qu'on va pas réussir à déboucler ici, ou alors il nous faudrait quelques heures. Mais c'est intéressant, le questionnement en tout cas que vous avez actuellement, et sur la remise en cause en fait de pas mal de choses établies. Je pense que c'est le seul moyen d'avancer, mais c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des feuilles de route stables. Quand on dit Industrie 4.0, ok, on sait où on va, dans quelle direction. On ne s'en va pas dans toutes les directions en même temps. Il y a des sujets qu'on expérimente, à droite ou à gauche, mais la feuille de route, elle est vers là. Donc il faut qu'on arrive à délivrer tout ça et rester focalisé sur... Et aujourd'hui, sur ces sujets-là, de développement d'agents spécifiques en fait à des tâches, grâce à l'IA, vous êtes plutôt dans un mode acquisition externe, plutôt dans un mode on développe chez nous. J'ai cru voir passer qu'il y avait un startup studio. Voilà, c'est quoi un petit peu la politique chez Lectra? Bonne question. Question difficile? Non, il faudrait que je laisse le PDG répondre. D'accord. Mais je vais répondre sur le Startup Studio. C'est plus simple, puisque le Startup Studio, c'est une des créations de base quand on a créé l'innovation. On a créé l'innovation sur un certain nombre de sujets qui étaient de dire, on va faire un lab pour remontrer, mais ça... on va faire un Startup Studio et on va créer une communauté d'utilisateurs. Donc, c'est les 3 piliers du sujet. Alors, je mets pas la veille dedans, parce que elle est partout, et je vais dire, c'est pour veiller. Le Startup Studio, il a donc été fait pour dire, il est difficile, dans une entreprise qui a 50 ans, de faire de l'innovation disruptive. Bien, parce qu'on a des process qui sont lourds, bien, et on a le mindset de nos process aussi de temps en temps. Donc, comment on fait? On va regarder à l'extérieur comment des gens qui n'ont pas tous ces mindsets de process, ils vont traiter des problèmes que nous connaissons depuis 20 ans peut-être, mais ils vont le traiter avec une approche complètement différente, et ils vont rendre simple quelque chose qui chez nous est devenu compliqué. Il y a une deuxième phase du Startup Studio qui a démarré l'année dernière.
L'année dernière, on s'est rendu compte que en particulier les startups IA, elles peuvent avoir fait 10 000 euros de chiffre d'affaires et décréter qu'elles ont une valeur d'1 milliard. Il y a des gens qui... Donc, nous sommes des industriels, on n'est pas des financiers, donc on n'a pas les moyens de payer 1 milliard quelque chose qui n'y a rien prouvé. Donc, la question a été de dire, mais attention, parce qu'il y a quand même quelques très bonnes idées ou quelques très bons sujets, et comment on pourrait dérisquer un début d'investissement. Donc on a choisi très clairement 2 sociétés qui nous intéressaient, qui sont dans l'IA, je vais en parler 2 secondes, et on a dit mais on n'essaie même pas de rentrer en majoritaire, parce que vous n'avez pas envie, on vous fait peur. Nous, vous nous demandez un prix qu'on ne sait pas payer à ce stade du sujet, mais par contre, est-ce que vous avez besoin qu'un gros mentor vous accompagne dans l'industrie et fasse ceci et cela, et qu'on prenne une minorité d'abord, et qu'on anticipe peut-être de dire on prend une majorité dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Vous dérisquez votre produit, vous dérisquez votre croissance, et nous, on dérisque notre investissement si on fait ça. Donc on est rentré là-dedans et on a fait 2 investissements dans ce domaine-là. Un qui est totalement sur l'IA générative, qui était de dire le métier du modéliste va évoluer. Donc là, on est plutôt sur notre core business. Et ils ont pris des approches technologiques qui sont excessivement intelligentes. Et on a dit, mais ok, on va mettre un ticket là-dedans, parce qu'il y a quand même, il va falloir démontrer que la preuve de concept que vous avez fait, ou les 2 projets que vous avez fait, on va les scaler. Et nous, on veut les scaler à 10, 15, 20 clients pour arriver à dire on y arrive ou on n'y arrive pas. Communiquer sur le nom ou pas du tout? La société s'appelle Six Atomic. C'est une société qui est basée à Singapour, en Asie. Donc oui, même pas française, d'accord. Oui, d'accord, ok. Mais ils ont travaillé ce sujet-là depuis 10 ans. Et ils ont une approche qui nous intéresse bien. Et comment on les voit, si moi je me projette, on n'est pas en concurrence par rapport aux solutions Lectra. On est en train de dire, mais tiens, j'ai peut-être ma surcouche d'IA générative, mes fameux services dont on parlait tout à l'heure, qui vont pouvoir venir se nourrir de ce qui est le core business de Lectra pour arriver à faire autre chose. Donc ça, c'est bien. Et là, c'est quoi? C'est fais-moi le patron d'un pantalon avec 2 poches et vite. C'est ça. C'est à peu près ça. En ayant accès à des bases de données quand même, parce qu'on est toujours sur la même chose. C'est le grand rêve. Mais moi aussi, je peux rêver beaucoup. De temps en temps, on me dit arrête de rêver. Ça, désolé, mais ça, c'est le grand rêve. Voilà. Mais c'est accessible sur certaines catégories de produits. C'est pas vrai sur toutes les catégories de produits. Et ce qu'on va dérisquer, nous, c'est de montrer qu'on peut le faire sur tout un tas de catégories de produits. On fera pas 100% des catégories de produits, mais on n'en a pas besoin. Si on en fait 80%, ça sera déjà énorme. Et le reste se fera d'une autre façon. Et donc, on en reparle dans 2 ans, quand on aura les 25 clients qui utiliseront ça au quotidien et qui produiront, parce que ce qui nous intéresse. Et nous, par contre, ce qu'on fait, on intègre la chaîne logicielle Lectra complète, donc tout ce qui sort rentrera directement dans les stratégies Lectra. Deuxième chose que l'on a fait, on a lancé il n'y a pas très longtemps une solution qui s'appelle Valia, qui est une plateforme de gestion intelligente des salles de coupe. Alors ça veut dire quoi, gestion intelligente des salles de coupe? C'est mauvais marketing. En fait, on a inversé la problématique en disant aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est répondre à une commande, à un purchase order. Donc l'usine doit se mettre à la disposition du purchase order. Donc le point d'entrée n'est pas un bureau d'ordonnancement-lancement qui lance des trucs, c'est des purchase orders qui vont se consolider et qui vont permettre de gérer le flux entre les magasins de matières, les salles de découpe et la mise à disposition à des ateliers. Mais c'est une logique complètement inversée. Je veux dire, donc oui, il y a des machines de découpe, c'est sûr, mais il y a surtout toute la tête
pensante, la tour de contrôle qui permet de gérer ça à partir d'une prise de commande. C'est ça qui est complètement nouveau. On n'est pas en train de dire c'est le forecast du directeur industriel ou du directeur général. C'est l'ensemble des prises de commande nous permet de gérer ça comme ça. Donc, tout ça, c'est bien. On l'a fait. C'est en train de s'implémenter. Et on a rajouté des choses parce que nous, on a un dada fixe dans l'industrie 4.0 aussi, c'est que 40% du prix de revient d'un produit, c'est toujours la matière. Ouais. Donc, la matière, combien on en gaspille, combien on en jette, et je ne parle pas des overstocks, parce qu'alors là, ça serait une catastrophe, mais rien que sur ce qu'on consomme pour produire ce qu'on en a décidé de produire. Il y a plein de... il n'y a pas un tissu qui n'a pas de défaut. Donc, il y a plein de contrôle qualité qui est fait pour annoter des défauts, parce qu'il vaut mieux l'annoter en début de cycle de production qu'en fin, parce que si c'est dans une chaîne d'assemblage que tout d'un coup on dit il y a un trou dans cette jambe et il faut changer le truc, ça va coûter 10 fois le prix et ça ne marchera pas et ça va faire beaucoup de bazar. Donc la question, c'est comment on peut anticiper et connaître en fait la map des rouleaux de tissu que l'on a. Mais ça, c'est grâce à de l'intelligence artificielle aussi, ou à des algos qui ont été développés, et on met sur des machines de visite de tissu, donc des machines qui déroulent à longueur de journée des kilomètres de tissu, ces algorithmes, et qui sont calibrés aujourd'hui avec des bases de savoir où ils reconnaissent, je vais dire 95% des défauts à peu près. Alors que ce soit un défaut de couleur, un décalage de motifs. Décalage de motifs, mais ça peut être un petit trou, ça peut être plein de petites choses variées et diverses, je veux dire, surtout les imprimés, surtout tous les tissés. Et donc, en fait, on génère donc la cartographie des rouleaux de tissu. Cette cartographie, on sait l'intégrer dans la solution dont on parlait tout à l'heure, qui est Valia, où on va savoir l'intégrer dans la solution qui est Valia. Et donc, on va pouvoir lancer l'ordre de fabrication en fonction des défauts. Donc, on va dire, il faut pas mettre un devant à cet endroit-là dans ce morceau de tissu, parce que le devant, il va partir à la poubelle et il va falloir le recouper plus tard et ça va consommer plus de matière, et ainsi de suite. Donc, on est en train de faire ça, je veux dire, et donc d'intégrer cette fameuse map de défauts dans différents outils de la chaîne de valeur, l'ECTRA, la chaîne de production. Mais quand on réfléchit 2 minutes, là, je suis dans l'outil industriel. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans la négociation entre un marchand de tissu et une marque de mode? Mais à la fin de la saison, très souvent, on négocie des remises arrière, comme dans la grande distrib. Parce que dit, bon, cette saison, tu m'avais promis 10 000 mètres propres et machin, j'en ai eu que 9 800, donc en fait, j'ai perdu tant de chiffre d'affaires, donc tu me dois tant, et on discute au bout de gras et on s'arrange. Ce qui horripile les manufacturiers, et ce qui emmerde un peu aussi les marques, parce que c'est vraiment de la négo. Mais donc aujourd'hui, cette cartographie, elle a un autre usage. Elle peut dire, monsieur le directeur des achats, voilà ce que je te livre. Donc nous sommes conscients qu'il y a 17,3% de perte dans cette chose-là. Donc ces 17,3%, je ne te les facture pas. Mais toi, tu viens pas m'embêter après. Voilà, je vais dire, j'allais être plus grossier. Non, mais c'est intelligent parce que on est en train d'utiliser une techno qui fondamentalement a été passée pour faire du manufacturing sur un certain nombre de choses, à des usages différents. Et moi, je crois beaucoup à toutes ces choses-là. Donc là, c'est une société franco-italienne, puisqu'il faut quand même... Il y a du logiciel, l'algorithmie, mais il faut aussi de la mécatronique pour regarder ce qui se passe. Et avec un partenaire dessus, pour accéder aux data, qui est une société de quality control aussi, parce qu'il faut être capable de nourrir ces algos. Voilà, donc 2 cas d'usage particuliers.
Bah écoute, c'était très intéressant. On aurait pu en parler pendant, je pense, 3 heures, mais on arrive à la fin. Mais en tout cas, je suis content parce que on est passé par plein d'étapes différentes, on a parlé plein de choses différentes et c'est vachement intéressant. Je te fais mon petit quiz de fin où tu as le droit de répondre Ouais. que par oui et non. Et bon, pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, c'est des questions des fois un peu à la con, mais c'est pour finir sur une touche un peu plus légère. Alors, est-ce que la production de vêtements zéro déchet est une chimère? Est-ce qu'on l'atteindra un jour? Oui. Oui, est une chimère? Oui, on l'atteindra un jour. Non, je pense que c'est une C'est une chimère. chimère. Ok, ok, ok. Hein. C'est une chimère à l'horizon des 15-20 ans qui viennent. Ok. Alors, y aura-t-il encore des ateliers de couture traditionnels dans 10 ans? Donc, quand je dis traditionnel, c'est vraiment voilà, à la main, sans. Enfin, si c'est couture, la réponse est oui. Ouais, Je veux dire, il n'y a pas de débat. voilà, c'est intéressant. Tu fais la différence couture avec. Mais je peux automatiser des coupes, je peux automatiser de la finition, je peux automatiser du délavage de jeans, mais à un moment donné, il faut bien qu'un être humain finisse par faire quelque chose. Ok. Ou en fonction des grades de qualité que tu travailles, il y a des choses qui peuvent se faire qu'à la main. Bon, là, je connais peut-être ta réponse, mais les robots, robots oula, feront-ils de meilleurs vêtements que les humains dans les 10 prochaines années? La réponse est non. Ouais. D'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, je m'y attendais un peu. Est-ce que l'industrie 4.0 va rendre à nouveau l'Europe et la France, je dirais même, compétitive dans la fabrication de vêtements? Je peux utiliser un joker. T'as le droit d'utiliser un joker parce que celle-ci, elle est costaud. Mais je peux développer, si tu disais, moi je pense que non, parce qu'à un moment donné, et il faut pas penser au niveau français ou il faut pas penser, il faut penser au niveau européen, il faut penser en mode cluster. C'est quoi un cluster? C'est quelque chose qui réunit tous les métiers et qui permettent de faire un vêtement. Les Italiens ont su garder des clusters là sur leur territoire ou dans les pays, les anciens pays de l'Est qu'ils ont autour. Ça, c'est une énorme force parce que ça veut dire qu'ils peuvent tisser, tricoter, teindre, imprimer et fabriquer un vêtement au même endroit. Donc il n'y a plus de problème de logistique d'envoyer ça aux quatre coins du monde ou des trucs comme ça. Et moi, je suis un grand convaincu qu'on peut peut-être un peu mieux automatiser des clusters parce qu'il y a tous les types d'investissements qui sont derrière et que ça fait de la logique de partenariat. On ne peut pas dans son coin dire en France je vais faire de l'assemblage pour ça alors que c'est tissé en Italie, que c'est fabriqué en Roumanie, que ceci, que cela. Donc, Ok. Est-ce que dans 20-30 ans, la mention fait par un humain sera une mention qui existe déjà et un argument particulier Je trouve la question intéressante. Je veux dire, à Je t'ai 30... dit, elles sont un peu bizarres, hein, mais... Non, c'est... je pense que c'est une vraie mention, mais je peux développer ou non? Normalement, non, mais en 30 secondes, vas-y. 30 secondes. Ouais. Il y a la réglementation européenne qui va imposer le Digital Product Passport. Ouais. 2027. C'est quoi là? Mais je vais bien dire, ce t-shirt, il a été fait sur un champ de coton qui est à tel endroit, tissé par une usine qui est à tel endroit, donc par des humains quand même, bien, assemblé dans un truc là, et on lui donne la traçabilité. Donc on est en train, dans le storytelling de la marque, on remet au centre l'humain ou le défilé du chose. Donc je pense que la question est pertinente dans ce sens-là, et que même une réglementation va aider à ça. Ok, intéressant. Est-ce que les marques qui n'ont pas déjà intégré la notion d'industrie 4.0, telle que vous la pensez, sont déjà en retard? Enfin, en tout cas, les marques, oui, aussi les marques, celles qui confectionnent les confectionneurs de vêtements, quoi, en tout cas. C'est dur de répondre par oui ou par non. C'est fait exprès. Mais t'as le droit de dire. Est-ce qu'il y a des marques en retard? La réponse est oui. Oui.
Mais bon, ça dépend de plein de paramètres, parce que peut-être que quand on est Chanel et qu'on n'a pas du tout automatisé son atelier d'art, c'est tout à fait normal. Il y a plein de... C'est des Oui, questions un peu dures. mais je pense pas que si c'est pas Chanel la cible là, parce que Chanel, Ouais, c'est un marché, c'est de luxe, de l'hyper luxe et tout ça. Aujourd'hui, toi et moi, on n'est pas habillés à Chanel, donc on est non, un. Donc la question, c'est est-ce que ces marques-là vont arriver à faire ça? Je d'accord. pense. Hmm. Alors, doit-on dire bonjour, au revoir et merci à une IA, GPT? Tu l'utilises chez l'Extra, du coup. Est-ce que tu lui dis bonjour, au revoir et merci? Alors je dis pas les trois, mais je dis bonjour. Ah, Sur les trois, un tiers de politesse, ça suffit. hein. L'essor de l'IA dans la mode met-elle en danger la créativité? Moi, je réponds non. Non, très, je suis convaincu. C'est une autre façon de penser. Penses-tu qu'une IA puisse un jour devenir PDG d'une marque de mode? Avec tous Euh, les outils Electra derrière qui automatisent, tac, 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 hop. Et c'est toute une IA qui a dit, bah, je pense que ce pantalon va être... Donc, allez, je- vite, tout qui part. la réponse est non, parce que Ok. si je croyais ça, ça veut dire qu'elle pourrait devenir présidente de la République et ça deviendrait très inquiétant aussi. Je sais pas si c'est si inquiétant que ça. À réfléchir. Ah, c'est donner, confier le pouvoir. Et la dernière, c'est pas oui ou non, mais là, c'est une question qui te demande quelle est, selon toi, ou peut-être que tu as des chiffres même sur ça, la région du monde la plus avancée en termes d'industrie 4.0, encore je reprends votre terme. Est-ce que c'est l'Asie, les États-Unis, Et l'Europe? très clairement, c'est l'Europe. Ah Non, ouais, c'est très génial. clairement enfin, sur la mode, je veux dire, je pense que les grands pays de mode que sont la France et l'Italie ont Ah, un temps super. d'avance sur ça. Et donc, c'est pour ça il faut capitaliser sur cette avance et voir ce qu'il en est. Après, il y a de très très belles sociétés dans d'autres pays en Asie ou aux États-Unis, qui font des choses. Mais je pense que le mindset, il est en Europe. Et donc, Lectra aujourd'hui est le leader mondial dans ce qu'il fait, dans son secteur d'activité? ah, mais complètement, je veux Complètement. dire, Hmm. complètement et de très loin, Il n'y a pas puisque d'équivalent qu'on connaisse. il n'y a aucun équivalent et il n'y a aucun équivalent sur le footprint qu'on a d'essayer de servir parce qu'aller de la fibre Ouais. pardon, au marketing du produit, il n'y a personne qui fait. Non. Et on a quelques concurrents sectoriels, ça oui, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ils ne couvrent pas l'intégralité du footprint. Merci Philippe pour tout ce que tu as donné. On a parlé de choses très intéressantes. Je crois que tu as pas mal éclairé sur l'avenir, en tout cas dans un futur à, je crois, à 10 ans, 15 ans, on a une petite idée de ce qui peut se passer. Donc merci pour ça. Si jamais les gens veulent te contacter ou te parler, c'est sur LinkedIn, c'est le mieux. Inking, c'est le plus C'est facile, le plus oui, je veux facile. dire. Ok. Il n'y a aucun problème. Et puis, on aime bien être contacté ou challengé Ouais, aussi. ouais, ouais. Donc, on peut dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. C'est bon, c'est très bien. En tous les cas, merci Morgane. C'était intéressant, convivial. Bien. Et moi, je veux dire, on se revoit dans 3 ans et on revoit Ça fait si ce plaisir. qu'il y a, comment ça a évolué vraiment, comment tout ça. Bien. Parce que je pense il y a une vraie accélération de la technologie, une vraie accélération de tout un tas de choses. Et donc la question, c'est comment tout ça va se mettre en place dans les 3 à 5 ans qui viennent. Oui, ce qui va se passer dans les 3 5 ans, ça va être 10 fois plus rapide que ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. Si on Complètement. donne des Hmm. chiffres au hasard, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. À bientôt. À Merci. dans 3 ans. À dans 3 ans. Ciao. Ciao.